pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture. Je suis Daniel Andreev, alias Camero de Boutiques sur les internets. Je suis avec mon camarade posté à l'autre bout du monde, Benjamin François, alias Quix. Et moi, je suis à Paris, il est à LA. Alors, comment ça va mon ami Benji ? Camarade Quix, mais oui, voilà, on fait la révolution, nuit debout. Bon, plus sérieusement, ça va. T'es pas du tout au courant de ce qui se passe. Non, je suis pas trop au courant. Ben, je suis un peu sur Twitter, mais bon, je sais pas forcément les dernières news. Ah bah, ça sortait la lacrymo dans ma rue, hein, si tu veux ça. Ah bah, dans ta rue, de toute façon, c'est toujours c'est la révolution, les camarades. Soit ça sent le pipi à cause du 21 juin de la fête de la musique, soit ça sent la lacrymo. Oui, bah, le 21 juin qui s'approche, hein, préparez vos oreilles. Non, plus sérieusement, ça va bien. J'ai fini le régime que mon Toubib m'avait imposé, j'ai perdu 6 kilos, yalla. Maintenant, il y a plus qu'à espérer pas les reprendre en une semaine, voilà, c'est tout. Et toi, comment tu fais pour perdre du poids aux États-Unis ? Ça, c'est encore un truc qui me dépasse. En mangeant énormément de légumes, en buvant beaucoup d'eau. Ah, et ça suffit. Et ouais, globalement, ça a suffi. En faisant 5 repas par jour aussi, pour que ton corps s'habitue à cramer des trucs en permanence. Mais non, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, on a quand même réussi à faire un régime pendant qu'on était à Coachella. Ça relève de l'exploit, mais vu que ça mais doit ouais. Bien. Voilà, 24 jours, 6 kilos. Moi, je dis, ça me va. Je suis content. Ah, bon, et toi, comment va ? Bon, écoute, moi, j'aurais pu tout bonnement dire, je suis en train d'essayer de finir Uncharted 4. Donc, j'aurais pu essayer d'en parler, mais je me rends compte qu'au moment de diffusion, on sera encore en NDA, donc je peux pas exactement donner mes impressions. Ce sera pour une prochaine fois. Mais par contre, je me suis rendu compte que les gens qui me suivent sur Twitter savent que j'ai traversé un moment assez compliqué, et je parle pas que de l'hôpital la dernière fois. J'ai eu un décès dans ma famille, mon père. Et voilà, je vais juste dire que rassurer les gens que ça va. J'ai eu tous vos messages et ça me touche profondément. Et je pense que je vais pas en parler. Je vais juste évoquer ça et je vais pas en parler. Et qu'est-ce que j'ai fait récemment ? Eh ben écoute, je me suis occupé de mon neveu parce que mine de rien, mon neveu a perdu son grand-père. Ouais. Et j'ai essayé de faire ça là. Moi, je suis son oncle, je suis un peu son référent masculin pour le meilleur et surtout pour le pire. Et j'adore ce gamin et c'est un gamin qui est entouré d'amour. Mais bon, il y a une personne en moins dans sa famille. Et du coup, moi j'ai fait vraiment le truc de la. Il y a la bromance et il y a la tontonmance, et j'ai fait la tontonmance à fond. Je l'ai nourri avec du bon ceviche, avec du ceviche pimenté, et ensuite on est allé au ciné et on est allé voir les frères Grimsby, si je me souviens. Ah oui, le Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Et il faut que je t'explique un truc sur mon neveu. C'est que on fait beaucoup de marches avec mon neveu. On a gravi quelques montagnes. On a été à Madère, on était en Islande, on a gravi deux pics, deux cols au Pérou à 5000 mètres. Attends, il a quel âge ? Il a 25 ans. Oui, ouais, tu t'imagines, voilà, quand tu dis neveu, tu t'imines tout de suite qu'il a 12 je pense qu'il avait 9 ans, quoi, donc forcément. Ah non, il a 24 ans, il montre les meufs qu'il a pécho sur Tinder, enfin. Nos relations ont vachement évolué, tu vois. Ouais. Et j'adore ce môme, et enfin, ce môme, il a 25 ans, il est plus grand que moi, et en plus. C'est parce que tu dis ce môme, alors moi, franchement, je visualisais un gamin de 9 ans, bon. Non, et en plus, il est beau comme un dieu grec, ce petit connard. je l'adore. Et on a une passion pour Borat, ce qui est, tu sais, à un moment, quand tu marches, il y a un moment, tu sais pas quoi dire à un moment. Et donc, tu dis rien, on marche, et c'est juste à ça que sert, justement, la randonnée. Et nous, quand on marche, et qu'on a déjà lassé de plus avoir rien à se dire, on parle en Borat. Et on peut parler en Borat pendant des heures. C'est un film culte pour nous. Et on est en mode automatique, quoi. Tu vois, on est en nice, how much? Tu vois, on est en, no juice. Tu vois, enfin, vraiment, on peut parler pendant toute une journée entière en Borat. Et donc, Sacha Baron Cohen est un peu notre référent en termes d'humour. Et on n'était pas déçus. C'est vraiment écoute, tu vis un deuil et tu essayes de te changer les idées. Ça faisait quelques jours et tout. Et là, c'était le film parfait pour un deuil. Il y avait beaucoup de blagues de stade anal. Il y avait, c'est un film qui implique un gangbang d'éléphants, des fusées dans l'anus. Enfin, vraiment, c'est tout ce que t'aimes, quoi.
Ouais, non, c'est un film absolument délirant. Et en plus qui a fait un flop, donc allez le voir parce que sinon ce genre de film il y en aura plus. Et je sais pas même pas s'il y a besoin de vous résumer l'histoire. Le trailer le fait très bien. Oui, Mais le trailer voilà. annonce bien la couleur globalement. Ouais, les Frères Gatsby, c'est vraiment très très drôle. C'est très caca-boudin, c'est pipi-caca. Et ça va très très loin. Et surtout, et alors là je suis un peu connaisseur en la matière, et je parle pas des blagues anales, je parle de Donald Trump. Ça, c'est sans doute la blague sur Donald Trump qui m'a fait le plus rire de ma vie, qui est dans ce film. Et vraiment, c'était le film parfait pour nous à ce moment-là précis de notre histoire, de notre vie. Et quelque part, merci Sacha Baron Cohen, quoi. Et puis voilà, quoi. Je crois que c'est tout ce que je raconterai pour aujourd'hui. D'accord, bah moi tu vois, alors j'ai commencé 2 trucs. J'ai commencé BoJack Horseman sur Netflix. Ah ouais, Excellente série animée avec un personnage principal qui est un cheval, qui est interprété par Will Arnett, mais il est tout à fait conscient de sa situation de cheval. Hein. C'est un univers un peu bizarre où les humains vivent au milieu d'animaux anthropomorphisés qui parlent. Donc il y a son agent par exemple, c'est un chat, mais BoJack est une ancienne star du petit écran, genre c'était une star de sitcom façon Arnold et Willy ou Quoi de neuf Docteur de l'époque, et qui malheureusement ensuite a pas vraiment eu de carrière, mais un peu comme tous les acteurs de cette époque-là qui ont fait des séries, qui étaient des stars de séries et qui ensuite ont pu faire grand-chose. Bah, ça raconte un peu son présent d'ancienne star déchue. Alors ils veulent écrire un bouquin sur lui, donc il a une nana qui est son ghostwriter, qui écrit le livre sur lui en prenant des anecdotes qui lui racontent au jour le jour. Alors lui, il va un peu tomber amoureux d'elle, sauf que elle est dans une relation avec son pire ennemi à lui, qui est un chien, qui lui est aussi acteur et qui lui a encore du succès. Enfin bref, ça peut paraître con comme ça, mais c'est vraiment très très bien écrit, c'est très fin. Le générique tient du pur chef-d'œuvre. Pour moi, le générique, franchement, il y a un côté un peu Hotline Miami dans la musique et dans les couleurs, mais le générique, pour moi, je pourrais le regarder en boucle sans me lasser. Il est incroyable. Et le générique de fin est très bien aussi. Donc voilà, BoJack Horseman, c'est une série Netflix, donc je recommande. C'est pas l'heure des recommandations, mais c'est parce que j'ai pas fini, donc. J'ai recommandé. Enfin, Frisbee, écoute, c'est vrai. Et attends, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. En fait. C'est vrai, on fait ce qu'on veut. Et j'ai commencé Dark Souls suite au petit sondage que j'avais fait sur Twitter pour savoir à quel jeu je devais jouer, parce que faut quand même. J'ai une tripotée de jeux dans ma liste Steam que j'ai jamais lancé. J'ai des jeux PS3 sur mon étagère. Je t'en ai tellement parlé, mec. Et puis voilà, Dark Souls, toi tu m'en as parlé à fond, tout le monde en parle, c'est quand même le jeu phénomène de ces dernières années. Donc j'ai le 1 et le 2 dans Steam, je n'y avais jamais joué. J'ai même Demon's Souls qui m'avait été gentiment offert, je l'ai jamais ouvert. J'ai commencé direct avec Dark Souls parce que voilà, ça me faisait un peu suer de rebrancher la PS3. Je meurs beaucoup et je me bats quasiment autant avec les contrôles qu'avec les ennemis parce que et même s'il y a des fans de Dark Souls qui m'ont repris sur Twitter pour dire mais non, la maniabilité elle est parfaite. Non, la maniabilité au moins dans le 1 elle est pas parfaite, elle est même assez pourrie. L'autolock qui décide du jour au lendemain, tiens à un moment je vais lâcher l'ennemi comme ça je vais te faire chier. Non, ça hier il m'est arrivé une horreur où je suis tombé dans le vide parce que le lock avait décidé de lâcher un rat, ça m'a tellement énervé. Les rats, je vois très bien de quel passage tu parles. Ah non mais c'est le premier passage où tu rencontres les rats, où tu marches sur un espèce de petit promontoire. Avec les squelettes, avec les petits squelettes et les rats et après il y a le poison. Et après il y a le poison et puis les chevaliers, bref. T'es sur un petit rebord où il y a 3 rats, donc moi je me dis je me planque sur le rebord, j'attends que les rats sortent un par la porte et je les marave. Et donc ma technique c'est que je m'approche, je lock le rat, je me mets sur le côté, le rat arrive, je le bute, deuxième rat, et ça marchait très bien. Et puis à un moment le lock a décidé de disparaître, ce qui fait que quand j'ai balancé mon attaque, j'ai fait un pas dans le vide et je suis tombé dans le vide comme une merde et j'étais dégoûté. C'est tellement mignon un débutant qui te raconte ses premiers pas. Je comprends ce que ça avait fait quand je racontais. Parce que j'ai enregistré sur SoundCloud, j'ai enregistré mes premières parties. Ah ouais, je me rappelle, je les écoutais. Ouais. Bon bref, je me bats un peu moins avec la maniabilité, mais elle est toujours. Voilà, je suis désolé. Tu vas voir, il y a beaucoup de satisfaction à persévérer. Ah mais je persévère. En tout cas, j'y ai joué à peu près 6 heures hier, donc c'est que quand même, je persévère. Ce n'est que le fucking début. Voilà, donc c'était mon actu, c'est ce que je fais en ce moment. Bon bah écoute, c'est bien. Tu perds du poids et tu joues à Dark Souls, je veux dire, c'est un peu une période dorée pour toi. Mais ouais. Et alors bon, avant de passer au sujet de cette semaine, on va peut-être
expliquer un peu d'où il nous vient, parce que mine de rien, il sort pas de nulle part. Ah ben, je pense qu'on va se lancer direct après Ouais. un petit jingle. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After Eight numéro 7, le podcast qui parle de cinéma, de comics, de jeux vidéo, et même de festivals musicaux, enfin, les trucs de beatnik, quoi. Mais tout ça, c'est quand on ne fait pas des sujets de hate pur, parce que c'est un peu ce que les gens nous demandent bizarrement. Et donc, le sujet de cette semaine nous est venu à la fin de l'épisode précédent, à savoir les réalisateurs les plus overhypés. Parce que on n'a pas du tout la même liste. Je crois qu'on n'est même pas d'accord sur la définition. On n'est pas d'accord sur des noms. Je sur crois la définition. je crois que toi et moi, on n'est pas d'accord sur tout. Mais c'est pas grave, moi tu sais, je suis pour une liberté de ton total mais encadrée, donc on peut y aller. Donc pour commencer, j'ai un gros morceau. Moi j'ai Kevin Smith. Kevin Smith, c'est vrai qu'il est un petit peu moins overhypé ces dernières années parce que ses derniers films ont pas marché, voire pas du tout marché, on va pas se Tu le parles cacher. de Cop Out et tous ces merdes. Et tous ces trucs-là, voilà. Mais Non, moi, alors- Kevin Smith, j'en parle déjà à l'époque de Clerks et de Dogma, je trouvais ça nul à chier, Kevin Alors, Smith. je t'arrête tout de suite. Je pense pas que Kevin Smith est overhypé. Je pense que Kevin Smith, c'est un mec qui dit de lui-même qu'il est un mauvais réalisateur. Évidemment, il se dresse des lauriers quand il est en conférence et qu'il raconte ses anecdotes comme si c'était le dernier des génies et tout ça. Ah, mais ces conférences, c'est le meilleur truc qu'il a fait. Hein. Ah, c'est clairement le meilleur truc qu'il a fait. Mais et il le dit lui-même. Alors ça c'est authentique. Il le dit lui-même. C'est que sa chance dans la vie, c'est que Tarantino n'a pas fait Clerks en fait, parce que Tarantino avait qui travaillait aussi dans un vidéoclub. Ils travaillaient tous les deux dans un vidéoclub. Tarantino avait un projet de faire un film à la Clerks, de mecs qui discutent dans un vidéoclub. Et sa grande chance, c'est que Tarantino a vraiment émergé et que lui, il a continué à faire ses petits gribouillis. Donc je suis pas d'accord déjà de base. Je pense pas que Kevin Smith est overhypé. Bah moi, je pense qu'il est overhypé parce que j'ai discuté avec des fans de Kevin Smith et il faut les entendre quoi. Enfin, ils arrivent encore à admettre que les derniers films sont pas bons, mais quand tu oses dire du mal de Dogma ou de Clerks, alors là, attention, t'es l'antéchrist, c'est pas possible quoi. Et ça va mieux ces dernières années depuis qu'il a fait tellement de films pourris, mais sur les premiers, honnêtement, dis du mal de Clerks ou de Dogma il y a 10 ans, les gens ils te regardaient de travers, hein, vraiment. Alors Dogma, j'ai l'impression que Dogma il a quand même s'était fait un peu sabrer par la critique. Mais pour moi, il y a un truc à savoir sur Kevin Smith, c'est pourquoi je l'aime pas et pourquoi je pense que c'est un naze. Je pense pas qu'il soit overhypé. L'overhype sert quand t'es réalisateur à faire des comics. C'est ce qu'on va voir avec Joss Whedon. Quand t'es un grand mec de télé ou de cinéma, ça te donne accès à faire des séries, à faire des comics très facilement. Et Kevin Smith a fait les pires comics de l'humanité. Il a fait un Spider-Man Black Cat horrible où Black Cat est devenu victime non pas d'un mais de 2 viols. C'était vraiment le truc le plus creepy avec des flashbacks ignobles. C'était horrible. Et le pire qu'il ait jamais fait, parce qu'on peut faire pire que son Spider-Man Black Cat, il a fait un truc qui s'appelait Batman The Widening Gyre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce comics ou pas? Alors je connais pas celui-là, je connais Batman Cacophonie qui est aussi de Kevin Smith, je crois. Eh ben, mais, c'est la suite, mec, parce qu'il y a le D'accord. mec de Cacophonie qui revient. Et Widening Gyre, c'est horrible. C'est mal dessiné parce que c'est dessiné par un de ses potes. Il se permet de réécrire des scènes de Batman Year One, qui est un des meilleurs comics de tous les temps de Batman, Ouais. mais en rajoutant du Kevin Smith, c'est-à-dire que au moment où il s'interpose devant les thugs pour la première fois là, dans la version de Kevin Smith, Batman avoue qu'il s'est uriné dessus de joie. Et ça c'est du Kevin Smith quoi, c'est qu'il rajoute des conneries de merde. C'est toujours, il rajoute toujours des trucs nuls. Donc oui, je suis d'accord, il est overhypé, mais aujourd'hui Kevin Smith il est un genou à terre. Oui, aujourd'hui Kevin Smith, et Kevin Smith, il est un peu dans le même état que Shyamalan, si tu veux. Shyamalan avait été complètement overhypé après Sixième Sens et Incassable, que perso j'ai aimé ni l'un ni l'autre. Alors il paraît que c'est difficile de pas aimer Incassable. Moi je me suis fait chier comme un rat pendant tout le film. Unbreakable pour moi est un des plus grands films américains de
de cette décennie-là. Et voilà, bah pour moi, c'est un des plus chiants films américains de cette décennie-là. J'ai attendu pendant tout le film qu'il se passe un truc, et il ne se passe rien. Mais après, les films où il se passe rien. Et tu t'emmerdes. Tu peux pas dire que les films où il se passe rien. Attends, moi, je suis un fan de Terrence Malick, et il y a pas forcément de grand chose qui se passe. Ouais, mais j'aime bien Malick, moi, je sais pas. T'as un contact sensoriel qui se passe. Et pourquoi Unbreakable est extraordinaire, c'est parce que c'est une. Mais Shyamalan surtout, il a fait sa réputation du mythe de super-héros. C'est vraiment un film bouleversant, quoi. Shyamalan, il a fait sa réputation sur Sixième Sens surtout. Et sur Sixième Sens, le problème de Sixième Sens, c'est que quand tu devines la fin dès le début du film, ce que j'ai eu le malheur de faire, malheureusement, pas de bol, il y a des trucs qui n'ont absolument aucun sens dans le film quand tu connais la fin. Alors, je sais bien que le film est sorti il y a presque 20 ans, mais ça veut pas dire que tout le monde l'a vu, donc je ne vais pas révéler la fin, mais quand tu connais la fin, il y a un passage où le personnage de Bruce Willis et le personnage de Haley Joel Osment vont à une veillée funèbre suite à la mort d'une gamine, et quand tu connais la fin, ils ont rien à foutre là. Il y a aucune raison qu'ils soient là. Il y a absolument rien qui fait qu'ils aient une chance d'être là. Tu cherches le mais non, mais c'est histoire de dire. Tu cherches le plot hole, et moi je vais te dire un truc. Sans chercher le plot hole, tu comprends en voyant le film. Alors, les gens vont enfin nous voir en désaccord dans After Eight, mais pour moi là, tu t'attaques à des gens qui ont le genou à terre et qui ont déjà peut-être fait leur chef-d'œuvre. Non mais Shyamalan, plus personne le défend de nos jours de toute façon. Enfin, à part aussi. Unbreakable, je trouve ça toujours extraordinaire. Hein, Oui, mais plus personne ne défend ce qu'il fait à l'heure actuelle de nos jours. Sainz est débile, mais j'y trouve un certain charme. Bah, alors Sainz, j'ai bien aimé la relecture de Sainz dans Chroma de Karine Debache qui était très intéressante. Et ça m'a ravi parce que j'étais pas très loin. Mais pour moi, si tu veux vraiment bâcher de l'overhype et au sommet de son art, prends Christopher Nolan. Prends Nolan qui a vraiment par contre il a une vraie démarche d'auteur. Tu reconnais un film de Nolan entre 10 000, tu reconnais les personnages de Nolan entre 10 000, et surtout il a une manière de t'impliquer dans l'histoire et de faire des raccourcis de scénario très propre à Nolan, c'est-à-dire il faut croire en une idée majeure, faut croire que on peut traverser les strates du temps et les strates de ta conscience. Il faut croire que Batman peut se téléporter dans la seconde d'après hors du désert et revenir dans Gotham. Ça, je peux le croire parce que c'est Batman. Mais tu parles de Rises qui est quand même le plus mauvais de la trilogie. Ouais, qui est très loin le plus mauvais de la trilogie. Mais grosso modo, les films de Nolan, il faut croire en quelque chose. Il faut croire que l'amour d'un père pour sa fille va sauver l'humanité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est le résumé d'Interstellar, quoi. Il y a une wider picture chez Nolan et tu peux trouver, et le problème c'est que parfois je souscris à ces trucs, j'adore Interstellar beaucoup plus que je ne devrais, mais en fait ça pose problème parce que pour moi l'influence de Nolan est beaucoup plus néfaste que le bien qu'il fait par rapport à ses films, puisque ça a donné tous ces trucs genre Batman, Superman, tout ce que les gens croient que Nolan a fait de bien, c'est-à-dire une vision très dark. Et c'est repompé, c'est presque une iconographie qui est reproduite. Pour toi, c'est plus l'influence de Nolan que les fantasmes de Zack Snyder qui ont donné les catastrophes. Zack Snyder, c'est un crétin. Mais je pense pas que ce soit un mec overhypé. C'est un mec à qui on a donné des jouets qui s'amuse avec, quoi. Non, je dis pas que Snyder overhypé. Non, ce que je te demande, c'est si tu penses que c'est l'influence de Nolan qui a donné le résultat qu'on a vu avec Man of Steel et Batman de Superman. Oui, vraiment, oui, il est producteur du film. Il lui a donné carte blanche et vas-y, fais-moi ta vision et puis voilà, t'as vu les films, quoi. C'est horrible. Mais voilà, ça pour moi, ça c'est de l'overhype. Mais je sais que ce qui nous avait lancé sur ce sujet la dernière fois, c'est Kevin Smith, et tu me parlais aussi de Joss Whedon, quoi. Ah mais alors Joss Whedon, mais on est en désaccord, mec. On est en désaccord. Mais Joss Whedon, on est en désaccord sur Astonishing X-Men, surtout que moi je trouve épouvantable et que toi je crois que t'aimes bien. Mais Joss Whedon, c'est surtout un phénomène qui est vieux. Quand t'es une star, t'as droit à ton comics, voilà, c'est ça. Joss Whedon, c'est un phénomène qui est quand même assez ancien parce que il est crédité au scénario de Toy Story et Speed, il me semble. Mais derrière, moi déjà, je trouve ça à peu près miraculeux qu'il ait qu'il ait eu le green light pour faire un pilote de Buffy contre les vampires quand t'as vu le film Buffy, qui était une espèce de gros navet. Franchement, c'est digne d'une série Z. Non, c'est une série Z. Voilà. Après, tu peux avoir des séries Z honnêtes. Hein, tu sais. Et la série Buffy contre les vampires, déjà, je trouve ça formidable que ça ait tenu aussi longtemps parce qu'il y a d'excellents épisodes de Buffy contre les vampires. Mais les 2 premières saisons, quelle horreur! Enfin, j'ai dû me forcer. Tellement c'est nul. Les 2 premières saisons de Buffy, c'est catastrophique.
Alors déjà, dans la saison 3... Non, attends, c'est pas catastrophique, c'est du méchant de la semaine. Mec, qu'est-ce que tu me parles? Moi, des Sentai, je regarde des Sentai régulièrement, et le Sentai, c'est le méchant de la semaine, et c'est parfois beaucoup plus ridicule et beaucoup plus kitschos ou quelque chose. Mais c'est ce qu'on attend d'un Sentai. Le truc, c'est que derrière, Joss Whedon a été érigé en espèce de mec qui est super fin et tout. Et je suis désolé, mais Buffy... Ce qu'il a fait avec Buffy, c'est qu'il a eu le temps d'installer des persos et de les faire évoluer. Et dans Buffy, tu regardais pas Buffy pour la qualité des cascades parce que c'était naze, tu regardais pas pour la qualité des costumes parce que les méchants ils avaient des costumes dégueulasses, mais tu regardais pour l'évolution des personnages et leurs personnages leur caractère qui se dessinait au fur et à mesure, et c'était ça qui est vraiment important. Mais c'est bien ce que je dis, heureusement que ça a dépassé la saison 2, parce que dans les 2 premières saisons, tout ça, que dalle. Les 2 premières saisons, elles sont à foutre à la poubelle. Tu sais, comme on dit après que ça devient intéressant. Comme on dit dans le monde des mangas, les 3 premiers mangas sont toujours à Yesh, et après, c'est au 4e manga que l'auteur, il prend vraiment... il a pris ses marques et que tout d'un coup l'histoire commence vraiment. Et si tu regardes, ça arrive dans énormément de séries. Beaucoup d'auteurs savent pas du tout où ils vont dès le début, quoi. Et il faut voir que Buffy, ça a été fait un peu comme ça, c'est-à-dire ça a tâtonné. Il y a clairement des endroits où il avait pas l'impression où il a improvisé et ça a marché, quoi. Mais derrière, quand on lui a filé la machine Avengers, pour moi, Whedon, là où il est fort, c'est il a réussi à donner à l'équipe un punch, une certaine cohésion. Il y avait clairement une vista. Et c'était pas gagné d'avance avec les individualités qu'il y avait dedans, mais en matière de réalisation, Whedon, tu prends un trépied et il fait quasiment la même chose, quoi. Il y a pas vraiment de plan dedans. Et autant on peut dire tout le mal qu'on pense de J.J. Abrams, et je ne pense pas que du bien de J.J. Abrams. Et même dans Super 8, il y a parfois des plans et des trucs qui font dire, ah putain, quand même, là, il y a un petit effort sur la réal. J'ai rien vu tel dans Avengers, quoi. Dans Avengers, c'est toujours... moi, dans Avengers, ce qui fonctionne, c'est leur mise en place des persos. Tiens, t'as encore un texto. T'as un texto. Moi, c'est pas chez moi. Hein. Ah non, mais je sais pas chez moi non plus. Merde, c'est pas possible. Bref, non, mais voilà, c'est Whedon pour moi, je regrette que le 2 soit aussi mal passé pour lui, parce que derrière Dr. Horrible, j'ai trouvé ça quand même sympa, et il faut encore que je regarde Firefly, mais il y a eu une espèce de starification du mec qui, je pense, et qui n'est même pas de son fait, hein, d'ailleurs, les mecs dont on parle... Quand tu le laisses faire tout seul, il fait much ado about nothing, et voilà. Voilà, les mecs dont on parle, c'est pas forcément qu'on les aime pas, eux. Mais voilà, tu t'attaques pas forcément à des gros cadors, mais tu vois, est-ce qu'on peut parler d'Overhype pour George Lucas, alors qu'il a créé les films qui ont révolutionné le cinéma tout entier, quoi. Ou je sais pas, Tarantino, quoi. Bah, Tarantino, on peut dire que Tarantino est overhypé d'une certaine manière, même si moi je suis assez client de ce qu'il fait. Le pire ennemi de Tarantino, c'est lui-même. Au moins, quand tu vas voir un Tarantino, tu sais qu'il y a une proposition de cinéma. Alors évidemment, le dernier, je me suis ennuyé, mais au moins, on peut dire que ce mec-là a une proposition de cinéma, il a une envie de faire du cinoche. Et évidemment, ça se branle très, très sévèrement en général. Ouais. Presque autant que dans un Inarritu. Inarritu, par exemple, pour moi, ça, c'est clairement un réalisateur overhypé. En plus, il a eu ses Oscars, ce qui en fait de lui un mec encore plus overhypé. Genre, Birdman, pour moi, Birdman est un film auquel je n'arrive pas à souscrire. C'est un film qui me débecte même. On en avait parlé, je crois, à l'époque de la... Oui, parce que moi, j'ai beaucoup aimé Birdman, donc... Ah ouais, non, par exemple, Birdman, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et je crois que à partir du moment où il y a un méta-message, genre le réalisateur qui se dit qu'est-ce que je suis bon, et j'avais ça un peu dans Inglourious Bastard où ça se termine en disant ceci est mon chef-d'œuvre, en regardant bien profondément la caméra, et tu sentais que c'était Tarantino qui se touchait un petit peu, quoi. Qui se tripotait derrière. Qui se tripotait clairement. Et quand il refait la même chose dans Hateful Eight, où le mec il dit ah là là, quel bon poème, c'est vraiment bien trouvé. Non, mais c'est vrai que Tarantino se regarde filmer parfois et est content lui-même des références qu'il arrive à insérer. Inarritu, la caméra bouge sur son propre axe, tout d'un coup elle filme la foule qui est en LS et ils applaudissent, quoi, et tout le monde est genre applaudit le réalisateur, et on avait ça aussi je prends ça souvent comme exemple. Chez Aronofsky dans Black Swan, parce que tu en as déjà parlé. Voilà, dans Black Swan. Et Aronofsky, très bon exemple d'overhype. Aronofsky incarne tous ces mecs qui ont eu un grand film dans leur vie. Je pense à Bryan Singer Bryan Singer, en fait, j'ai jamais trouvé que c'était un bon réalisateur. C'est un mec qui a eu le bon script au bon moment. Ah, ça c'est clair. Usual Suspect, c'est vraiment le script qui est génial,
et ça se voit dès qu'ils ont plus travaillé ensemble, d'un coup, Bryan Singer est devenu vraiment moins bon. Ouais. Et du coup, c'est sur un malentendu, quoi, que presque ce mec est devenu un mec coté. Et Aronofsky, lui, il a eu c'était quoi vraiment le gros boom. C'était Requiem for a Dream. Pour toi, c'est Requiem. Requiem, Ouais. par exemple, est un film auquel je n'arrive pas. Requiem, je n'y arrive pas pour une simple raison. Avant Vas-y, Requiem, vas-y, il avait fait quoi? Il avait fait Pi, et Pi, on peut pas vraiment dire que ça a été un succès. Pi, mais je me souviens, on se l'est échangé en DVD en disant, ouah, tu vas voir, c'est trop de la merde. Ah non, mais je dis pas que c'est pas bien, Pi, au contraire, hein. Je dis juste qu'au niveau succès public, Pi, c'était clair. rien du tout. Alors que Requiem for a Dream, il a vraiment explosé avec, je pense. Et Requiem, le problème de Requiem, enfin, s'il faut parler de problème, c'est tout ce message, quoi. La mise sur le même plan des toxicos et des gens qui regardent la télé, c'est pas possible, quoi. C'est genre, à un moment, j'ai fait, c'est pas possible d'être aussi simpliste dans son discours, et je retrouve ça, et dans le dernier Aronofsky que j'ai vu, ça devait être le truc avec Noah. J'ai retrouvé Noah, ouais. Ouais. Oh là là, Noah était. Est-ce que tu as vu Noah? Non, je l'ai pas vu. En fait, Aronofsky, j'ai même pas vu The Fountain. Faudrait que je le voie. Fountain. Alors, Fountain, je pense que c'est un film adoré. J'ai des potes qui adorent Fountain, mais c'est parce que c'est les mêmes gars qui aiment La jeune fille Hello de Shyamalan, tu vois. C'est genre, c'est les films. C'est aimer des films indéfendables, quoi. Je veux vraiment voir The Wrestler, par contre, qui paraît-il est vraiment très bon, donc. Ah, The Wrestler, c'est extraordinaire, par contre, The Wrestler. Mais je pense que c'est beaucoup dû à l'acting, à des choses comme ça. Et en fait, le problème de The Wrestler pour moi, c'est qu'il est sorti en même temps que Fighter, presque en même temps la même année, et Fighter est vraiment plus audacieux. Sinon, est-ce que tu te souviens de Alex Proyas? Oui, c'est petit génie. Mais oui, Alex Proyas, qui était quand même Dark City, qui était quand même absolument fabuleux. Extraordinaire Dark City. Et là, son dernier film, c'est Gods of Egypt, quoi. Bah écoute, voilà, tu parlais des films indéfendables. On parlait des films indéfendables. Gods of Egypt. J'ai pris plus de plaisir à Gods of Egypt que tous les derniers Aronofsky. Et tu as vu Gods of Egypt? Non, je l'ai pas. J'ai vu la bande-annonce et ça m'a donné envie de le voir sur Netflix, mais pas au cinéma. Mec, c'est la meilleure adaptation des Chevaliers du Zodiaque en série live. Et oui, mais les cartes UGC illimitées n'existent pas aux États-Unis, tu sais. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Ouais, mais écoute, t'es riche, tu travailles dans l'IT, tu gagnes plus que tout Gamecult réuni. Je ne suis pas riche et ça coûte $14 la place de ciné, donc putain, non. Mais comment veux-tu faire croire ça alors que t'es dans ta villa avec ta piscine? Merde. Bon, est-ce qu'on a fait le tour un peu de tout ça? Moi je voulais juste placer un mot sur un type qui n'est pas réalisateur mais qui s'est improvisé réalisateur pour sortir une énorme daube avec Lindsay Lohan. C'est Bret Easton Ellis que je trouve être un auteur complètement overhypé. Mais Bret Easton Ellis, il l'a pas réalisé, hein? Il l'a écrit, il l'a co-réalisé, je crois. Je sais pas, mais Bret Easton Ellis c'est particulier. Là, tu t'attaques à un gros morceau quand même. Ah ben gros morceau, mais pour le coup gros morceau overhypé. J'ai lu Moins que Zéro, j'ai lu Les Lois de l'Attraction, j'ai lu American Psycho. Je pense que le moins pire c'est Les Lois de l'Attraction. Mais Moins que Zéro, en fait, tout est dans le titre. Ce roman vaut moins que zéro. Le truc n'a rien à raconter. Il enchaîne les personnages comme ça, genre il en invente un par paragraphe. Les Lois de l'Attraction, c'est un petit peu mieux, mais ça souffre exactement du même problème. Tu es en train de glisser sur un autre débat. Alors on était sur les réalisateurs, là tu t'attaques à... Je parle d'un mec overhypé. Ok, d'accord, tu parles d'un mec overhypé. Non, Bret Easton Ellis, c'est pareil. Enfin, l'overhype, c'est un petit peu les mecs que t'as pas le droit de pas aimer, quoi. Et Bret Easton Ellis, t'as l'impression que t'as pas le droit de dire du mal, que non, si, et c'est la même chose avec. C'est un peu le Laurent Ruquier des auteurs américains, quoi. Laurent Ruquier est overhypé? Laurent Ruquier, personne n'en dira du mal. Ou alors Cyril Hanouna, personne n'en dit du mal. Vas-y, moi, je peux dire beaucoup de mal de Laurent Ruquier. Hein, et tu sais, c'est le moment de la fin du débat, la fin de nos discussions où on en vient à avoir des idées. Et je pense que une bonne idée de sujet, ça serait de te faire, toi qui n'as plus de contact avec la télé, de t'envoyer les DivX de l'émission d'Hanouna et après que tu t'infliges une semaine et après qu'on en débatte. Écoute, alors j'ai regardé une émission déjà il y a quelques jours. Je sais plus comment je suis tombé dessus, mais c'était un épisode de TPMP. C'était suite à l'affaire Joe Star. Et du coup, pour essayer de comprendre un petit peu le phénomène, j'ai regardé une émission de TPMP où à un moment ils se sont retournés des seaux avec de la bouse dedans sur la gueule et j'étais un petit peu consterné en fait. Moi, je suis habitué à la télé-Jap, donc ça va, mais ouais. Mais mon premier vrai contact avec Hanouna, c'était à l'hosto et j'étais encore sous morphine.
Et je te dis, ça durait 2 heures. Je pensais Et- pas que ça durait aussi longtemps. Comme Est-ce qu'on émission. peut dire qu'Hanouna est overhypé du coup? Bah ouais, en même temps, il était overhypé quand personne ne lui cassait du sucre sur le dos. Maintenant, Parce il que a, maintenant, il a Society. Ouais, il se fait taper et dessus quand même un peu il se fait maintenant. des fights avec Morandini, tu vois, le combat de nains, quoi. Ouais. Euh, Parce que globalement, de ce que j'ai vu dans l'émission, c'est quand même un mec qui s'écoute beaucoup parler, qui est très fier de ses blagues, qui a un public aux ordres qui applaudit à la moindre vanne un peu pourlin qui sort. c'est pour ça qu'il y a des chauffeurs de salle, mec. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est globalement, ça vaut rien, quoi. C'est quand même très très mauvais. J'étais en train de penser à un réalisateur overhypé français, mais c'est compliqué aussi. Après, le problème, c'est que tu peux pas. Bah, il y avait Lelouch à une époque, mais maintenant, il a fini sa période de Non, grâce, je pensais plus à Alain René, tu vois, mais la plupart maintenant sont morts ou des choses comme. Donc, Est-ce que tu veux mettre Patrice Lecomte en overhypé? Patrice Lecomte. Mais non, je pense que Patrice Lecomte est très juste avec lui-même. Je pense que le pire ennemi de Patrice Lecomte, c'est Patrice Lecomte lui-même. Et donc tu penses que il a pense un qu'il est regard très lucide sur les bronzés 3 par exemple? Je pense qu'il a un regard très lucide sur les bons étoiles. Il sait qu'il a fait de la merde et qu'il a touché un pactole pour ça. Et ouais. Et pourtant, tu vois, je dis qu'il est overhypé, mais ça reste c'est un de mes réalisateurs français favoris parce que Tandem est un de mes films français favoris pour la vie. Parce que Gérard Jugnot, Jean Rochefort dans Tandem, tu peux pas tester. Mais attends, mais voilà. Tu parles à un fan des premiers Weber, hein, tu sais, donc je sais ce que c'est les duos qui battent. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'overhype à la base, c'est pas tellement envers les personnes que le problème se pose. Ce qui t'agace, c'est l'engouement qui suscite. C'est l'espèce d'engouement général et le fait que tu peux plus critiquer quoi que ce soit fait qui vient de ces personnes-là. Parce que voilà, bah on vient t'opposer que ah mais non mais t'as pas compris le truc, ah mais non mais t'as pas vu le bon truc. Alors, ah mais mec, enfin il y a toujours une bonne raison. Maintenant tu ne peux plus t'attaquer à Prince, c'est fini mec. Mais Prince, j'ai jamais rien eu de mal à dire envers Prince en fait, je crois. Non, en même temps, je m'étais pas intéressé à ce qu'il faisait depuis des années parce que depuis des années j'avais l'impression qu'il avait pas tellement d'actu, même ça se trouve c'est que je l'avais pas tellement regardé, mais est-ce que Prince est overhypé? Écoute, moi, je ne touche pas Omar et je peux te dire un truc avec tous les gens qu'on a browsé, que ce soit les écrivains, les réalisateurs, et les musicos, je pense que là tu t'es fait beaucoup d'ennemis, Quix. Je te laisse responsable de tout. Ah mais je répète, hein, c'est rien de personnel envers les gens et il y a des trucs qu'ils ont fait que j'aime beaucoup. Mais il faut que tu mérites ta réputation de hater, c'est tout. Même Kevin Smith et Joss Whedon que j'estime avoir été overhypé à mort, même si ça s'est un peu calmé, enfin je pense que ça s'est un peu calmé, c'était pire il y a quelques années. Il y a des trucs qu'ils ont fait que j'aime beaucoup, mais voilà, il y a un moment, faut calmez-vous les gens, quoi. T'es en train de faire des headshots à des mecs au sol. Bon, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Je pense qu'on va passer à nos recommandations. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. On est parti un peu dans tous les sens, enfin surtout Quix. Et pour une fois que c'est moi. Ouais. Et donc bah là en général c'est le moment où je dis qu'After Eight est un titre trompeur parce qu'on aime aussi des trucs, même Quix. Il aime parfois des séries, des jeux, des BD. Et une fois par épisode, on fait les recos. Alors Quix, assez de hate. Quelle est ta recommandation de la semaine? Alors un Batman de Kevin Smith. Non, je déconne. Ma recommandation. Putain, non, je te tabasse. Ma recommandation, c'est un bloc BD et qui sort aussi en livre. C'est Tu mourras moins bête de Marion Montaigne, qui est un extraordinaire bloc BD de vulgarisation scientifique. Elle s'intéresse vraiment super bien à plein de sujets. Et quand je dis elle s'intéresse vraiment super bien, c'est-à-dire que j'ai cherché mes mots en disant elle se documente à mort sur les sujets auxquels elle s'attaque. Et c'est toujours très drôle. C'est du dessin un peu... j'aurais comparé ça à du Razer mais en moins cracra, mais c'est du dessin un petit peu comme ça, très léger, et c'est vraiment très très drôle à lire. Donc elle s'attaque à tous les sujets. Alors elle parle par exemple des trucs qui sont pas crédibles dans les films, genre quand un type tire au fusil mitrailleur pendant 5 minutes, pourquoi c'est pas possible? Bah c'est pas possible parce que sinon il porterait 30 kilos de munitions, enfin tout un tas de trucs comme ça. Mais il y a aussi des sujets plus terre à terre, genre pourquoi il y a des trous d'air dans les avions, pourquoi il y a des turbulences, qu'est-ce que c'est, à quoi c'est lié, comment les animaux, comment les dauphins font pour rester sous l'eau aussi longtemps. Enfin, il y a tous les sujets qui sont abordés. C'est très très drôle.
Donc, tu mourras moins bête. Ça doit être tumourrasmoinbête.blogspot.com ou je sais plus. Enfin, vous cherchez sur Google, vous êtes grand. Et sinon, il y a 4 volumes en librairie pour les gens qui ont envie de lire ça sur papier. De Mario Montaigne. Donc, c'est Marocco. Et toi, Daniel, qu'as-tu dans ton panier? Écoute, moi, cette semaine, j'ai enfin fini Better Call Saul saison 2. Et je sais pas, est-ce que d'abord, pour savoir, est-ce que tu as regardé? Alors moi j'ai vu Breaking Bad, je n'ai toujours pas regardé Better Call Saul. Ouais, écoute, Better Call Saul, c'est un spin-off de Breaking Bad. Ça reprend le personnage de Saul, je vous la fais courte. Saul Goodman, ouais. Saul Goodman qui est un avocat, et c'est un avocat un peu truand. Beaucoup truand en fait. Un chouï. Un margoulin, on va dire. et je pensais que ça allait être nul parce que c'est qu'un spin-off. Et en fait, c'est une série qui trouve son ton tout de suite. Une série où il se passe pas grand chose puisque c'est l'histoire d'avocats, mais en même temps qui est tellement habile, tellement bien écrite, dont les personnages sont si fins et en même temps si surprenamment écrits. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une série qui est aussi intelligente. Et ça, c'est un peu le miracle américain de produire des séries, cette faculté qu'a les États-Unis à produire ses propres classiques, quoi. À peine t'as fini Mad Men, tout d'un coup t'as un truc comme Better Call Saul qui arrive. Je sais pas si Better Call Saul sera un nouveau Mad Men. Je sais pas si ça sera un nouveau Mad Men. Je sais pas même pas si ça sera un nouveau Breaking Bad. On a des débats. Il y a des gens qui trouvent déjà que c'est mieux. Pour moi, l'important de Breaking Bad, c'est l'arc narratif de ces personnages. Et là, c'est un peu différent parce que c'est le thème central, c'est le conflit entre deux frères, entre Saul et son frère, et comment on peut pas s'arracher à sa destinée, et qu'il y aura forcément quelque chose qui va nous ramener sur la voie qu'on s'est tracée. C'est d'une finesse, c'est d'une drôlerie et c'est d'une cruauté que je ne pensais pas capable, alors qu'il n'est pas du tout question de drogue dans cette série. On voit et aussi, en plus d'être les origines de Saul, c'est aussi les origines de Mike Ehrmantraut, le hitman de Saul, qui est sans doute un des acteurs les plus charismatiques du cosmos, alors qu'il a c'était un des meilleurs personnages de Breaking Bad aussi. C'est peut-être un des meilleurs personnages de Breaking Bad. Alors qu'il est si peu expressif, il en dit tellement en d'un œil, un mouvement de bras, un mouvement de sourcil. Ce type est tellement expressif. C'est toute la puissance des séries américaines dans Better Call Saul. Moi, c'est ça qui me sidère, c'est la faculté à produire des classiques comme ça. Tu sais déjà que ça va être une grande série dès la première saison, et dès la deuxième, tu sens la montée en puissance, alors qu'il se passe finalement pas grand chose. C'est presque un huis clos, on revient toujours aux mêmes endroits, et ouais, moi j'ai adoré, j'ai hâte d'en être à la troisième saison. C'est maîtrisé, quoi. Ah, c'est très maîtrisé. Je sais pas comment ça va se finir, je sais pas comment ils vont finir, mais en tout cas j'y serai. Et je voulais juste dire un mot sur un podcast qui m'apporte toujours énormément de bonheur, et on en a particulièrement besoin. Alors il en a pas besoin puisque en plus il est plus connu que nous, mais je me suis dit, écoute, peut-être des gens ne connaissent pas, mais est-ce que vous connaissez le podcast d'Henri Michel qui s'appelle Riviera Détente? Et je me doutais que c'était de lui que t'allais parler. Me fait tellement rire. C'est extrêmement drôle. Hurler de rire, la finesse de ce mec. Il dit toujours les trucs genre, il a l'air de pas y toucher, et il dit toujours les trucs qui me font, je me gondole de rire. En l'écoutant l'autre jour, moi je me disais que ça parlerait d'autant plus aux gens qui, quand ils étaient enfants, écoutaient leur radio locale. Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de radio locale, mais en même temps, ça peut s'adresser à tout le monde. Ça s'adresse aux gens qui ont écouté des séances de relaxation un jour dans leur vie sur CD. Je trouve que c'est un peu du registre de Edouard Baird, grande époque, c'est-à-dire d'il y a 20 ans, quoi, tu vois. Puis il a un rire communicatif en plus, Henri Michel, quand il se met à rigoler des fois. Il a un rire, et alors quand il fait des imitations, mon pote, quand il imite François Hollande, je me gondole. Ah oui, c'était très très bon. J'aime tellement imiter Henri Michel qui imite François Hollande. Bref, si nous on fait des débats sérieux, bien sûr. Ah ouais, non, on essaye. Si vous voulez vraiment vous bidonner,
Riviera détente d'Henri Michel. Et puis c'est un podcast de comédie et c'est pas banal les podcasts de comédie qui sont pas à la base déjà des émissions de radio de rire et chanson ou trucs comme ça. Ouais, parce que si on regarde vraiment un truc 100% inédit pour le podcast et c'est vraiment très très drôle. Ouais, parce que je me suis intéressé aux histoires de feature iTunes. D'où on est fait en feature iTunes, j'en profite pour le dire. Mais oui, les trucs de comédie en général, c'est toujours les imitateurs, les mecs de RTL et de Europe 1 dont t'as pas envie de réécouter et qui sont pas toujours très drôles, ou les Coé ou les trucs comme ça. Là, c'est vraiment un truc dédié au podcast, un truc imaginé pour ça. Putain, mais c'est vraiment chouette. Allez-y, allez-y. C'est tellement chouette, ouais. Ah, je reconnais les premières notes de notre générique que j'aime tant. Ils me mettent tellement de baume au cœur. Il y a un truc, un effet placebo dans cette chanson. Et voilà, c'est le 7e épisode d'After Eight qui se termine ici. On tient à vous remercier de nous écouter et surtout à être de plus en plus nombreux à nous suivre et de faire le bouche à oreille, parce que nous, on n'est pas des gros commerçants de nous-mêmes. Peut-être de moins en moins nombreux, hein, si on perd tous les fans de Smith, Whedon, Shyamalan, Ellis, Nolan, Tarantino, on est mal. Alors, je t'arrête tout de suite parce que il y en a un de nous deux qui aime pas l'un et peut-être l'autre il aime. Hein. Restez avec nous quand même. Moi, j'adore Shyamalan. Bon, Quicks, où peut-on te retrouver ? Et on peut me retrouver sur Twitter, @Quicks, sur Gamecult, sur les forums. Sur Gaming Since 9-8X, sinon c'est pas la peine de me chercher ou de mettre ma tête à prix, vous me retrouverez pas ailleurs. Et toi Daniel ? Alors moi je fais du kung fu, donc je sais me défendre. Vous pouvez me retrouver sur @Kamui Robotics sur Twitter. J'écris pour Gamecult, dont il y a le dernier épisode de Gaijin Dash qui vient d'être diffusé. J'écris pour Slate, Pixel Le Monde, et c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu l'occasion de vraiment écrire. Je commence à avoir beaucoup de retard dans mon travail, mais je commence à reprendre un peu le travail, donc vous risquez d'avoir des articles bientôt dans le pipeline. Tu dis le dernier Gaijin Dash, mais le dernier en date, hein, ça continue. Le dernier en date, oui, bien sûr, le dernier en date. C'est juste pour préciser, parce que je l'ai jamais fait, c'est l'émission, parce que on peut l'avoir en podcast, mais c'est une émission que je présente avec mon ami Pouillot et mon ami Greg, et on parle du Japon, on parle de l'actualité vidéoludique japonaise, mais aussi sur Gamecult. Et aussi de nostalgie. C'est sur Gamecult et c'est en accès libre, c'est-à-dire ce n'est pas premium, vous pouvez y avoir c'est gratuit, même sans payer. Mais il paraît que si vous prenez premium, ça leur fait plaisir. After Eight est gratuit pour l'instant aussi. On est dispo sur le site after8.fr et sur iTunes, donc sur YouTube et même SoundCloud. Ouais, avec un peu de délai sur SoundCloud parce qu'à chaque fois il faut supprimer le précédent numéro avant de pouvoir mettre le nouveau, donc bref, c'est un peu relou. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ont pris le temps de mettre un commentaire ou des étoiles sur iTunes. On le dit à la fin pour pas que ça fasse chier les gens. Voilà, et pour les gens qui écoutent encore. Ouais, et sinon, parce que il faudrait penser faire une petite blague à la fin, genre, tu sais, il laisse tourner après le générique et il rajoute une petite phrase du genre, on se dit, morte cool, tu vois, un truc comme ça. Un truc pour ceux qui ont vraiment écouté la chanson jusqu'au bout, ça serait mal. Voilà, faudra que ce soit spontané. Voilà. En tout cas, merci pour les commentaires. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Bisous, salut. Salut, à bientôt. Quelle connerie on peut mettre. Ah merde, tu sais quoi, j'aurais dû me dire mon actu, j'aurais dû dire que je préparais le podcast avec papa. Mais bon. Et ben voilà, on l'a notre post-credit scene, c'est dans la boîte. Ah merde, maintenant je sais que tout le monde sait que maintenant que voilà.